Nous allons peut-être commencer, comme ça fera venir le gens. On a un agenda un petit peu chargé aujourd'hui. Nous sommes très, très ravis de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire sur la présentation de s'appelle à projet 2025 pour la recherche sur le cancer. Euh, C'est des appels à projets inclus dans le cluster santé et dans la mission cancer, évidemment, et puis un appel dans l'EIC. Je présentais rapidement le PCN Santé, mais bon, la majorité d'entre vous connaissez déjà le cluster santé, les PCN Santé. Et puis, c'est Nicolas Albin qui va vous présenter l'Europe Cancer France, qui peut vous intéresser aussi. Et puis, nous avons aussi invité Anne-Sophie Guernès, qui est le point de focal national qui vous présentera rapidement le programme EU for Health et qui est un programme complémentaire à Horizon Europe. Elle vous racontera un peu plus en détail qu'est-ce que c'est le EU for Health et puis les différences entre EU for Health et Horizon Europe. Et c'est intéressant parce qu'Eu for Health finance aussi la recherche sur le cancer. Et nous allons avoir un retour d'expérience de Haute Sylvain du Nez Cancer sur un projet, surtout sur le montage de projet d'un projet de la mission cancer. Et puis on aura un petit temps d'échange. Très rapidement, nous sommes quatre membres du point de contact national Santé France. Je coordonne le point de contact au ministère de la Recherche et je suis aussi expert au comité des programmes santé dans Horizon Europe, à la Commission européenne. Et Roxane Brachet, qui présentera aujourd'hui les appels à projet, elle est aussi membre du PCN Santé à 40%, avec Kevin Pluchard et Catherine Tostin-Desmar, qui sont aussi PCN Santé à 40%. Vous pouvez nous contacter à l'adresse générique pcnsanté@recherche.bo.fr. Évidemment, vous pouvez nous contacter aussi à nos emails euh, directement perso, au fait perso, à nos noms. Mais si vous nous contactez, s'il vous plaît, mettez toujours en copie le PCN Santé. Et cela nous aidera à vous répondre plus rapidement. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Nous mettons toutes les informations à jour sur LinkedIn. On essaie d'être le plus réactif possible. Et nous avons une grande, grande liste de diffusions pour vous parler du cluster santé, de tous les appels à projets de la mission cancer ouverts. Et dans les petits QR codes, vous allez être dirigé vers le site web du PCN Santé, le mini-site web d'horizoneurope.groupe.fr de Cluster Santé. Juste un petit rappel pour ceux qui viennent de se connecter. Je dis que ce webinaire est enregistré. On le mettra en ligne antérieurement et nous allons partager la présentation. Mais s'il vous plaît, si vous ne voulez pas apparaître dans l'enregistrement, dites-nous et on fera le nécessaire. Vous pouvez poser vos questions via le chat de Teams et et dans le temps dédié aussi à la fin du webinaire, dans le Q&A, vous pourriez mettre votre caméra et micro. Euh, je laisse maintenant la parole à Roxane Brachet, qui... À Roxane Brachet, non, excusez-moi, à Nicolas, qui va vous présenter l'Europe Cancer France. Bonjour, donc moi je suis le docteur Nicolas Albin, je suis cancérologue à Grenoble et je travaille comme chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, DGRI et SSRI A4, où je m'occupe dans le secteur biologie santé du cancer et de la recherche clinique. Donc on va peut-être passer la première diapositive sur le Hub Cancer qui a été officiellement lancé. Tu peux les lancer ou c'est les Ouais, en fait, c'était toi, mais je peux le lancer. Attends, Oh, je je peux le préfère que tu lancer. les lances, oui. Oui, oui, je le lance. Juste un petit moment. Ouais. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on les voit là. Peut-être tu peux les mettre en. Vas-y, oui. Oui, Donc le c'est bon? Ouais. cancer, oui, c'est bon. Tu peux passer à la diapositive suivante.
Voilà, le Hub Cancer France, on peut avancer. Donc, à l'origine, c'était le groupe Miroir, historiquement, qui existe donc depuis plusieurs années et dont l'objectif était d'informer les acteurs français, en particulier impliqués en cancérologie, sur les projets de recherche, les événements au niveau de l'Europe. Donc, un groupe pour faire de l'information ascendante et descendante sur ces projets européens. Alors, la première idée du groupe Miroir depuis 18 mois a été de l'élargir et de le rendre exhaustif et d'avoir la capacité de toucher la communauté de recherche et la communauté clinique impliquée en cancérologie sur notre territoire et avec un caractère qui est un caractère ouvert, sans critères pour intégrer le groupe Miroir, mais l'idée c'était d'être le plus rassembleur, exhaustif possible pour donner ces informations. Alors les forces du groupe Miroir, c'est un copilotage, je dirais, ministériel, DGRI, DGS, donc ministère de la Santé, ministère de la Recherche, et puis bien sûr l'acteur, l'opérateur impliqué en cancérologie qui est l'INCa, avec une idée quand même d'avoir une vision commune. Non, on va rester sur les trois directions pour que le message soit le plus harmonisé possible. Et puis avec une implication forte, et Vania en a parlé, des PCN qui sont là pour expliquer la méthodologie nécessaire pour ces projets européens. Alors les menaces, c'est le manque de participation, et donc ça c'est une menace qu'on a pu occulter parce que finalement, depuis qu'on a élargi le groupe Miroir, on s'aperçoit qu'il l'est de plus en plus, il s'élargit de plus en plus, et qu'il a une bonne audience. Les menaces aussi, c'est une difficulté parfois à s'approprier les projets européens et malgré tous les efforts qu'on peut essayer de faire, on a quand même des fois l'impression que les acteurs ont du mal à intégrer toutes je dirais, les aspects un peu techniques, administratifs de ces projets européens. Et puis le fait de pouvoir aligner les priorités qui sont les priorités françaises avec les priorités européennes. C'est vrai qu'on peut avoir des souhaits ou des souhaits de modification sur des projets, mais on est 27 à la fin et parfois on est un peu déçu parce que ce qu'on a essayé de porter, on n'a pas réussi à convaincre, à convaincre nos collègues. Les faiblesses aussi, c'était très axé mission cancer, donc recherche, DG, RTD. Et là, de plus en plus, grâce à nos collègues de la santé, de la direction du numérique en santé, on a vraiment la volonté de couvrir à la fois les projets de santé et les projets de recherche en cancérologie. Alors, les opportunités, donc, c'est l'alignement par rapport aux acteurs français, la sensibilisation autour des enjeux européens. Et puis, c'est pour nous stratégique parce que, bien sûr, on a des métriques et un de nos métriques au ministère, c'est quand même de voir la capacité à lever des fonds sur les projets européens. Donc, le groupe Miroir fait partie, enfin, le Hub Cancer, d'un outil intéressant pour avoir cet objectif. La diapositive suivante. Donc, tout ceci, je dirais au début, était peut-être un peu artisanal, on va dire artisanal égale groupe Miroir, et puis maintenant, c'est devenu très structuré, c'est devenu structuré grâce à un projet européen qui s'appelle le projet ECOS, qui est un projet de structuration de ces groupes miroirs dans ces différents pays et qui vise à créer donc ce qu'on appelle maintenant donc des hubs nationaux de lutte contre le cancer. Donc d'un projet un peu artisanal, on arrive à un projet très structuré, beaucoup plus structuré, qui a été lancé officiellement il y a 48 heures. Et donc, la diapositive suivante qui s'appelle donc le Hub Cancer France, donc ex-groupe Miroir. Donc, on peut passer. Alors, les objectifs de ce groupe, de ce hub cancer, c'est bien sûr donc informer, sensibiliser les membres sur les initiatives européennes, avoir une information claire et puis surtout updatée, régulièrement mise à jour. Et puis aussi de faire de l'ascendant par rapport à l'Europe, c'est-à-dire d'essayer de faire remonter nos priorités ou les priorités nationales auprès des instances européennes. Alors, elles se ressemblent par rapport aux autres pays, mais il y a cette idée quand même d'avoir de la possibilité de faire remonter des priorités. Soutenir la participation française donc, aux projets européens, EU4Health, Horizon Europe, Mission Cancer.
et puis faciliter l'échange d'informations et d'expériences entre les membres. On vous décrira un peu tous les membres qui sont dans ce Hub Cancer France, mais c'est aussi un lieu d'échange alors, avec nous qui l'animons, mais aussi entre les acteurs qui sont à l'intérieur de ce Hub Cancer. La diapositive suivante pour vous montrer la nouvelle organisation, donc le nom Hub Cancer France ou French Cancer Hub, donc avec on appelle un bureau stratégique qui est constitué, je dirais, des fondateurs et des directions santé, enfin direction de recherche, innovation, direction générale de la santé, direction du numérique en santé, et puis bien sûr notre opérateur l'INCa. Avec des séances, donc un bureau stratégique, et puis des séances plénières, des réunions qui interviennent à peu près tous les 2 mois, où l'ensemble des membres du Hub Cancer sont présents. Et puis après, une déclinaison en fonction des demandes que l'on a, aux demandes auxquelles il faut qu'on réponde au niveau de l'Europe. On pourra mettre en place, je dirais, 3 groupes de travail. Un groupe de travail programme de financement, donc sur les projets européens. Un groupe de travail sur des thématiques. Par exemple, actuellement, on travaille une thématique qu'on appelle INCa ou non, Cancer 2030, c'est-à-dire quelles sont, d'après vous, à horizon 2030, les priorités en recherche et en clinique, en cancérologie, à horizon 5 ans. Et puis, des groupes de discussion en fonction de demandes particulières, des sujets particuliers qui nous seraient remontés par l'Europe, où on nous demande un avis d'expert ou une expertise dans tel ou tel domaine. Donc, la diapositive suivante. Alors, le bureau stratégique, je vous l'ai décrit, INCa, DGS, DGRI, DNS, donc c'est l'organe décisionnel qui va définir avec vous les priorités stratégiques françaises en matière de lutte contre le cancer. Donc, avec des réunions qu'on a définies comme trimestrielles et donc ces concertations sur la stratégie au niveau du hub. La diapositive suivante. Les séances plénières, donc toujours, je le dis, je le répète, ça se veut ouvert, et il n'y a pas de label ou de critères pour appartenir au Hub Cancer, puisque nous sommes une instance d'information ascendante et descendante. Donc on a ces réunions plénières, là actuellement on les tient tous les 2 mois. On les tient une fois sur 2 en présentiel et l'autre fois elle est en visio exclusive. Alors on les tient à l'INCa. La dernière réunion était au ministère de la Recherche. On pense pouvoir tourner entre Institut national du cancer, ministère de la Recherche et ministère de la Santé. Donc c'est souvent une présentation sur des sujets, des projets de recherche en plénière et des discussions. Donc, diapositive suivante. Donc, on a fait comité stratégique, comité plénier. Donc là, par exemple, donc, le premier groupe de travail, ce sont séances de travail par thématique. Donc, ça peut être une thématique comme la prévention, voilà, quels sont les enjeux de la prévention actuellement. On sait qu'on est un peu en retrait en France en termes de participation au programme de dépistage. On sait que, par exemple, un autre thème, ça peut être les données et les 2 projets majeurs en cancérologie sur les données qui sont CPDC et UNCAN. Donc voilà des thématiques qui pourraient nécessiter la réunion du groupe de travail pour réfléchir sur ces thématiques. Une autre, je vous l'ai cité tout à l'heure, c'était les enjeux cancer à échéance 2030. La diapositive suivante. Groupe de travail par rapport à des projets, des stratégies européennes, EU4Health, Horizon Europe, Mission Cancer. Vous savez que pour Mission Cancer, on a des réunions avec l'Europe tous les 2 mois, je dirais. Et au cours de ces réunions, on construit ensemble, on co-construit les projets européens de Mission Cancer. Et bien entendu, on a besoin de vos retours, et tous les pays s'organisent comme ça pour avoir le maximum de retours sur les propositions européennes de recherche. La diapositive suivante. Voilà, après, ce que je vous ai dit aussi, c'est que ça se veut exhaustif. Alors, qui est dans ce groupe MURAP? C'est quelques exemples. Bon, bien sûr, les administrations centrales, les fédérations de soins, que ce soit hospitalières, CHU, FHF, CLCC et puis aussi FHP. On a bien entendu voulu dans ce hub que les acteurs de santé privés soient aussi présents. Donc ça, c'est pour la santé. Les organismes de recherche, bien sûr, le CNRS, l'INSERM,
sont présents. Une déclinaison régionale, on a pu agréger à ce groupe les cancéropoles, qui sont des acteurs majeurs de la recherche en cancérologie, un certain nombre d'organismes labellisés par l'INCa. On a aussi la volonté, mais ils sont déjà introduits, d'introduire les 4 IHU, instituts hospitalo-universitaires impliqués en cancérologie. On a des idées aussi sur les sociétés savantes, comme la Société française d'hématologie ou autres sociétés savantes, de pouvoir les inclure. Et puis aussi une association et représentant de patients, avec aussi une nécessité quand même d'un accord de confidentialité qui est demandé à chaque participant, puisqu'il y a des projets qui sont divulgués, enfin, ou discutés avant qu'ils soient officialisés par la communauté européenne. Et je crois qu'il y a une petite dernière diapo, je ne suis pas sûr, si les prochaines étapes, donc je vais rapidement décrire. Donc, ben voilà, le lancement du Hub Cancer, c'était le 12 juin, donc la semaine dernière déjà. Voilà, donc les prochaines étapes, c'est la plateforme en ligne pour pouvoir faciliter les échanges, la constitution des groupes de travail, comme je les ai cités, par thématique ou projet européen, la prochaine réunion plénière qui aura lieu le 4 septembre, et puis aussi mettre en place des outils qui vont nous permettre de mieux communiquer entre nous, mais aussi de mettre en place des métriques qui nous permettent en continu quand même de savoir comment on se situe par rapport à d'autres pays européens. C'est vrai qu'on a en ligne de mire souvent un peu l'Espagne, qui fait partie des pays qui est très dynamique, je trouve, dans ces projets européens. Et puis notre réunion plénière le 20 novembre. Tout ceci pour vous dire, vous êtes les bienvenus si vous n'êtes pas dans ce Hub Cancer, si cela peut vous intéresser. Voilà, j'ai terminé, Vania. Merci beaucoup, Je ne sais pas Nicolas. s'il y a des questions, parce que moi, je ne vais pas rester toute la séance, mais peut-être après, ou tu me diras. Oh, oui, en fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions à Nicolas là, maintenant. Sinon, je te passerai les questions. En fait, s'il y a des questions après, je te D'accord, passerai les questions, Nicolas, si vous pouvez pas les répondre. très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais laisser la parole maintenant à ma collègue Roxane Brachet qui va vous présenter les appels à projets qui sont ouverts actuellement. Mission Cancer, Programme de travail 2025 et EIC. Merci Vania. Alors, je partage mon écran. Je le mets en plein écran. Et donc là, je dois basculer ou c'est bon pour vous? C'est bon, c'est bon. C'est bon, ok. Ouais. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps les appels de la mission cancer, puis les appels du cluster santé qui peuvent couvrir des problématiques de recherche et d'innovation dans le domaine du cancer, même si ça n'apparaît pas forcément de prime abord dans les titres. Voilà, et un appel aussi dans l'EIC qui cible précisément le cancer. Donc, la mission cancer dans le programme 2025, donc, qui a été adopté en date du 14 mai, celui-ci rappelle, bon, ce sont les objectifs habituels de la mission cancer. Pardon, j'essaye d'enlever. Ah ben, j'arrive pas à enlever. Pardon, j'ai une petite fenêtre. Bon, je vais lire là, sur l'autre écran. Donc, améliorer la vie de plus de 3 millions de personnes d'ici 2030 grâce à la prévention, la guérison et pour les personnes touchées par le cancer, y compris leurs familles, vivre mieux et plus longtemps. Se concentrer sur la transformation sociétale systémique qui nécessite l'inclusivité et la co-conception avec la société civile. Et donc un déploiement et une implication sociétale particulièrement importante dans les missions en général et dans la mission cancer. Et enfin, fixer des objectifs clairs, mesurables et limités dans le temps, afin de concentrer et d'intégrer les actions vers des objectifs communs et voilà, atteignables à brève échelle. Donc, les appels sont ouverts depuis le 6 mai et ils seront clos le 16 septembre. Donc là, c'est juste pour vous montrer une vue globale des appels. Donc, il y a 6 appels dans la mission cancer,
4 actions, 4 appels qui s'inscrivent dans la recherche et l'innovation et 2 appels de support et de coordination, avec un budget global de plus de 117 millions d'euros. Donc, cette diapo nous montre une vision récapitulative des appels qui ont été financés. Alors, c'est non exhaustif, hein, il me semble, depuis 2021 jusqu'à 2024. Donc, on voit des projets retenus en portfolio, en approche portefeuille, puisque certains appels ou certains projets retenus s'inscrivent vraiment dans le pilier prévention, des appels qui s'inscrivent dans le pilier du diagnostic et du traitement, des appels qui s'inscrivent dans le pilier du soutien à la qualité de vie des patients et des familles, et des appels ou des projets qui s'inscrivent dans un axe transversal qui est la compréhension des mécanismes pathologiques ou de prévention ou de traitement du cancer. Enfin, les mécanismes, la compréhension des mécanismes du cancer. Donc là, vous voyez à chaque fois un exemple d'appel, de projet dans l'année 2024. C'est ceux qui sont surlignés. Alors, l'approche portfolio, c'est quelque chose qui est systématique dans la mission cancer, mais qu'on commence aussi à retrouver dans certains appels du cluster santé. C'est une approche selon laquelle la Commission européenne veut voir qu'il y ait un projet dans chaque maladie ou dans chaque catégorie pathologique qui est ciblée par l'appel. C'est-à-dire que la sélection, l'évaluation se fera sur la base des 3 critères d'évaluation qu'on a l'habitude de voir, à savoir l'excellence, l'impact et l'implémentation, avec un score de 12 globalement qui doit être atteint, et 4 pour chacun de ces 3 critères, mais aussi le fait qu'il n'y ait pas 2 ou 3 projets redondants dans la même pathologie ou dans la même indication, de sorte que voilà, qu'ils aient un portefeuille pour chacune des pathologies ou chaque cancer couvert ou chaque catégorie qui est ciblée. Et enfin, ce qui est attendu globalement dans les appels que je vais dérouler là, c'est aussi le fait de coopérer avec d'autres projets antérieurement financés dans des topics proches, dans des thèmes ou des sujets proches, de sorte à avoir des clusters de projets qui collaborent entre eux. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être planifié dans votre budget, dans la manière dont vous allez décrire vos interactions et vos collaborations avec d'autres réseaux. Un autre aspect qui est très important dans la mission cancer, c'est l'engagement citoyen et vraiment la co-construction des approches que vous proposez dans vos projets avec la société civile, avec les associations de patients, de parents. Voilà, donc ça, c'est des aspects qui sont vraiment très importants à prendre en place et à prendre en compte et garder aussi à l'esprit la notion de end users des solutions que vous proposez. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus aussi, et même depuis quelques années dans les projets cluster santé. Donc là, si vous rentrez dans le vif du sujet, je vais donc vous présenter les 6 appels. Donc à chaque fois, je vous présente le titre et les quelques indications budgétaires, les résultats attendus, le champ d'application de l'appel, voilà, et éventuellement quelques indications spécifiques quand elles existent. Donc pour l'appel Cancer 01, Sustained Collaboration of National and Regional Cancer Funders to Support the Cancer Mission through Translational Research. Donc là, c'est une action de support et de coordination avec un budget de 5 millions d'euros, donc qui couvrira un seul projet. Et c'est un projet qui, sur le plan de l'organisation financière, se déclinera en lump sum. Donc, j'indiquerai les liens vers d'autres webinaires qui peuvent vous
vous orienter, vous expliquer ce qu'est le lump sum pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux. Donc, expected outcomes. Quand vous voyez expected outcomes, ce sont vraiment les résultats à court terme du projet. Et il faut toujours prêter attention dans le texte de l'appel. S'il est précisé all the following outcomes, ça veut dire que vous devez vraiment traiter et adresser tout ce qui est mentionné. Ou alors, parfois, il est mentionné some of the outcomes. Donc là, on voit que tous les résultats attendus doivent être couverts dans votre proposition. Donc, comme c'est une action de coordination et de support, ça s'adresse essentiellement en fait à des agences de financement nationales ou régionales. Et donc, ces agences de financement devront produire au moins 4 appels ou lancer 4 appels à propositions transnationaux portant sur la recherche translationnelle sur le cancer, proposer des voies de rationalisation des pratiques nationales et régionales sur l'organisation des financements de la recherche, mais aussi sur l'innovation et comment explorer de nouveaux schémas de financement durable pour soutenir la recherche et l'innovation. Donc, on est vraiment dans l'organisation et la rationalisation du soutien à la recherche et à l'innovation. Le champ d'application, donc là, c'est ce qui vous indique les activités que vous devez proposer. Donc, aligner, coordonner et soutenir les efforts régionaux et nationaux pour émettre donc, ces 4 appels qui sont attendus et qui seront intégrés à la mission cancer et au plan européen contre le cancer. Mettre en commun les ressources financières nécessaires provenant des programmes de recherche nationaux et régionaux pour soutenir donc, ces 4 appels. Démontrer l'impact potentiel de la collaboration entre ces agences et démontrer l'effet levier que ça a au niveau européen et sur les niveaux nationaux pour la recherche et la compétitivité. Et donc, identifier et utiliser des indicateurs qui permettront de démontrer cet impact. Envisager de nouveaux mécanismes de financement et des activités conjointes donc entre toutes ces agences de financement. Et alors toujours, dans la plupart ou tous les topics, les données qui sont produites donc par les propositions ou là ici par les subventions que vous mettrez en place, les quatre appels. Donc toutes ces données doivent toujours répondre au principe FAIR autant que possible. Et les données produites doivent répondre aussi à une diffusion en sciences selon les principes de sciences ouvertes et permettre d'alimenter en données de recherche la plateforme UNCAN. Sur l'appel Cancer 02, Understanding the Effects of Environmental Exposure on the Risk of Pediatric Adolescent and Young Adult Cancers. Donc, c'est une action de recherche et d'innovation dotée d'un petit peu plus de 30 millions d'euros qui couvriront environ, à titre indicatif, 5 projets. Donc, les résultats attendus, là, vous voyez que ce sont une partie, certains des résultats attendus qui doivent être couverts dans votre proposition. Donc, les chercheurs et les professionnels de santé pourront, grâce à vos résultats, comprendre donc, comment l'environnement, la génétique, l'épigénétique et les facteurs omiques en général et autres facteurs interagissent pour déterminer l'apparition et le développement des cancers chez les enfants et les jeunes patients. Vos résultats doivent permettre aussi aux décideurs politiques et aux autorités de santé de disposer de preuves scientifiques pour améliorer les stratégies de prévention et donc minimiser les impacts de ces facteurs environnementaux. Et ils doivent, donc les chercheurs et les innovateurs et les professionnels de santé, doivent aussi, grâce à ces résultats, contribuer à alimenter, à soutenir la plateforme UNCAN grâce aux données scientifiques qui seront produites et assurer l'interopérabilité de ces données et des outils et modèles numériques qui seront proposés dans votre projet. Les activités attendues dans le scope, le champ d'application, donc là on voit aussi que plusieurs activités doivent être couvertes. Donc identifier, valider et documenter différents types ou combinaisons de biomarqueurs qui permettent de mesurer donc, les effets des expositions environnementales.
élaborer et tester des approches efficaces pour mesurer les biomarqueurs de l'environnement, et notamment grâce à de nouveaux outils et des nouvelles méthodes d'analyse. Identifier les signatures individuelles, donc il donne comme exemple les caractéristiques génétiques, épigénétiques ou multiomiques, et les fenêtres de temps dans lesquelles les patients ou les sujets sont les plus vulnérables à ces dangers ou à ces risques environnementaux. Identifier les états cliniques et les modes de vie et les facteurs socio-économiques qui augmentent ce risque ou l'exposition à ces risques, et notamment, mais aussi l'augmentation des effets indésirables sur la santé, et toujours dans différentes fenêtres de temps chez les jeunes patients. Développer de nouveaux outils et de nouvelles méthodes pour combiner, analyser les données multimodales qui seront donc produites, et en particulier l'application de nouvelles méthodes d'analyse pour les modèles alors de forte densité, les modèles qui nécessitent vraiment, qui sont très consommatrices ou très consommateurs, pardon, de données. Et toujours avec cette perspective de nourrir et d'alimenter en données interopérables à plateforme Uncan. Et toujours, dans la plupart, dans tous les appels maintenant, il est important de montrer aussi que vous prendrez appui et vous saurez utiliser de façon pertinente les infrastructures existantes, les infrastructures européennes existantes. Cancer 03. Innovative surgery as the cornerstone of affordable multimodal therapeutic interventions. Donc là, c'est une action toujours de recherche et d'innovation dotée de 30 millions d'euros. Donc les résultats attendus, tous doivent être couverts, doivent permettre donc aux patients d'accéder à des interventions de traitement multimodal qui ciblent des cancers localement avancés ou métastatiques, doivent permettre aussi aux chercheurs, aux PME, aux professionnels de différentes disciplines d'accéder à des technologies et des dispositifs médicaux novateurs axés sur la chirurgie, afin de mener de fil en aiguille à d'autres améliorations et d'autres validations de méthodes. Et enfin, doivent permettre aussi aux acteurs nationaux et de soins, les décideurs politiques et les autorités de santé, de disposer de preuves nécessaires pour mettre en œuvre concrètement ces solutions de traitement basées sur une chirurgie abordable et qui bénéficient donc aux patients, que ce soit sur des cancers localement très avancés ou métastatiques, et que ça soit vraiment intégré dans le système de soins de routine. Ce qui est attendu comme activité, donc toutes les activités doivent être couvertes, valider les interventions thérapeutiques multimodales, le cas échéant envisager des interventions chirurgicales peu invasives, combinées avec des dispositifs médicaux pertinents ou d'autres interventions. Là où les interventions choisies devront donc centrer sur la chirurgie, doivent être validées par des études, par des essais cliniques académiques. L'intervention choisie doit être également adaptée aux besoins de la population cible et aux spécificités locales de l'offre de soins, de sorte qu'elle soit plus facilement applicable et intégrée dans les systèmes de soins des différents pays ou des différentes régions européennes, et avoir toujours une ventilation, une stratification par sexe, par genre, par âge ou d'autres variables que vous jugerez pertinentes et que vous expliciterez. Et enfin, les critères que vous aurez, donc les critères principaux ou secondaires des essais de vos études cliniques, devront là aussi soutenir globalement la survie des patients et les résultats qui seront rapportés par les patients quant à leur qualité de vie grâce à ces interventions, seront aussi clairement identifiés et définis dans votre schéma d'études cliniques. Et donc, ces critères doivent être définis avec les patients et les soignants, puisque, comme je l'ai dit en introduction, la co-construction avec les patients et la société civile est très importante. Donc, voilà, il faut les impliquer dans ces protocoles.
selon des modèles de recherche participative. Alors, je l'ai traduit en abordabilité, enfin le caractère abordable économiquement parlant des interventions retenues devront faire l'objet d'une analyse coût-efficacité. Vous devez penser à inclure un mix approprié d'intervenants de différentes disciplines, mais aussi de différents secteurs, les médecins, les chercheurs, les patients et leurs soignants, des PME, les compagnies d'assurance, etc. Donc vraiment, c'est important de tous les impliquer. Alors, pas nécessairement sous forme de partenaires, mais ça peut être des parties prenantes dans votre projet, des experts représentants de ces différents secteurs et qui seront à un moment donné ou à un autre impliqués dans l'élaboration de vos modèles, dans l'analyse des coûts-efficacité, etc. Et toutes les données produites devront alimenter les registres de l'espace européen de données de santé et puis, comme on le voit dans tous les topics, de la plateforme UNCAN. Pardon, je prends une petite gorgée d'eau. Excusez-moi. Donc, l'appel Cancer 04, Investigator-Initiated Multinational Early Stage Innovative Clinical Trials for Pediatric Cancer. Donc là, on est aussi dans une action de recherche et d'innovation dotée de 25 millions d'euros. Alors, il est précisé que pour assurer là aussi une approche portfolio, disons, bien répartie, il faudra donc qu'il y ait au moins, enfin, les projets retenus devront cibler les catégories de 0 à 14 ans, les catégories de 15 à 19 ans. Targets Age et Targets Age. Voilà, deux catégories qui devront vraiment être couvertes dans les appels. Donc, les résultats attendus, tous, doivent permettre que les enfants et les adolescents et les jeunes, enfants et adolescents atteints de cancer aient accès à des solutions innovantes et plus efficaces et moins toxiques, aussi bien à court terme qu'à long terme. Doivent permettre aussi aux fournisseurs ou aux acteurs de soins nationaux, régionaux, les décideurs politiques et les autorités, d'avoir des preuves scientifiques pour accélérer la mise en œuvre de ces solutions soins respectifs. Et enfin, la communauté scientifique doit assurer et accéder à l'utilisation et la réutilisation des données pertinentes d'essais cliniques pour soutenir la plateforme UNCAN. Donc, dans les activités, toutes les activités doivent être couvertes. Donc, concevoir et mener des essais cliniques multinationaux novateurs. L'accent devra être mis sur les cancers de mauvais pronostic. Et enfin, ça sera important là aussi de tenir compte de la stratification socio-économique, biologique lors des essais, l'âge, le sexe, le genre, etc. Et enfin, développer des outils cliniques innovants, tels que des tests compagnons, pour évaluer la réponse tumorale adaptée au cancer de l'enfant et de l'adolescent. Donc, des outils adaptés au cancer de l'enfant et de l'adolescent. Voilà, et améliorer ainsi la prise en charge et les soins des patients. Fournir des preuves scientifiques pour offrir ces traitements de façon abordable et accessible aux enfants et aux adolescents atteints de cancer, et donc qu'il y ait une facilitation de la mise en œuvre dans les systèmes de soins des États membres et des pays associés. Et là aussi, on retrouve donc l'importance d'alimenter et d'intégrer ces données dans les registres de le HDS, j'ai oublié le nom complet, et de la plateforme UNCAN. L'appel Cancer 05, Pragmatic Clinical Trials to Enhance the Quality of Life of Older Cancer Patients, donc 65 ans et au-delà, through nutrition. Donc, c'est une action, là aussi, de recherche et d'innovation, dotée de 15 millions d'euros.
Donc, tous les résultats attendus doivent être couverts dans votre proposition et doivent permettre donc, aux patients âgés d'accéder à des soins nutritionnels personnalisés et doivent permettre de sorte, voilà, et de mesurer les effets en termes d'atténuation des symptômes et des effets secondaires et d'amélioration de la qualité de vie, donc grâce à ces soins nutritionnels. Et les acteurs, j'aime pas trop dire les fournisseurs de soins, les acteurs de soins et les décideurs politiques doivent là aussi disposer de preuves nécessaires pour permettre la mise en œuvre de ces mesures adaptées dans leur système de soins. Les activités scientifiques de recherche dans votre projet doivent donc mener, enfin vous devez mener des essais cliniques pragmatiques ou de vie réelle, randomisés ou randomisés en cluster, donc des essais académiques et afin de valider les interventions personnalisées et donc axées sur ces soins nutritionnels. Donc la recherche translationnelle se limitera à soutenir le déroulement des essais cliniques et il doit y avoir là aussi une stratification, hein, comme on l'a vu dans les autres appels, stratification biologique, la population cible, voilà, par sexe, par genre, par âge, mais aussi une stratification socio-économique et d'ethnicité. Alors, je ne sais pas si dans le secteur médical, si ça fait exception en matière de données ethniques, mais en tout cas, voilà, c'est un critère de stratification qui est attendu. Les interventions nutritionnelles qui seront choisies doivent être adaptées aux besoins des patients âgés et aux spécificités des systèmes de soins locaux, puisque je vous rappelle, à chaque fois, il est question de mettre en œuvre très concrètement et très rapidement les résultats de cette recherche. Donc, il faut vraiment que vous preniez en compte les systèmes de soins dans les différentes régions qui constituent votre consortium. Et enfin, les critères d'évaluation doivent être là aussi définis avec les patients et leurs soignants et de sorte à stimuler une innovation sociale et l'engagement des utilisateurs finaux dans cette recherche participative. Toujours un mix approprié d'intervenants de différentes disciplines et de différents secteurs et toujours alimenter les registres de métadonnées bon, le nom complet, je l'ai dit au début. European Health Data Space. Health Data Space, merci Mania. Et de la plateforme UNCAN. Et enfin, le dernier appel pour la mission Cancer 2025, Support to the Network of National Cancer Missions Hubs. Donc, c'est une action de support et de coordination dotée de 11 millions d'euros, donc qui financera un seul projet et celui-ci sera en lump sum. Donc, les résultats attendus doivent permettre au hub des missions cancer d'être soutenu pour assurer l'intégration de ces activités au niveau national, régional, local, doivent permettre aux parties prenantes, y compris, encore une fois, les patients et les citoyens, d'accéder et de s'engager dans un dialogue politique sur le cancer, donc de politique publique de santé. Ces résultats doivent aussi permettre aux citoyens et toujours aux patients de s'engager dans la conception et le développement de votre recherche, de votre projet, de sorte à mener à des recommandations concrètes au gouvernement pour aider à la mise en place dans les systèmes de soins et de santé nationaux et régionaux. Les activités, donc toutes les activités mentionnées devront apparaître dans votre projet. Donc, renforcer la capacité des hubs dans les États membres et les pays associés à donc renforcer leur capacité, l'échange de connaissances ainsi que la formation entre les différents membres de ces réseaux. Soutenir le travail de ces réseaux et de ces hubs comme la coordination d'activités conjointes, y compris la coordination d'activités de recherche et d'action de politique publique. Donc ça reste toujours très important dans la mission cancer. Développer des méthodologies de mise en œuvre de ces actions en vue de créer des synergies nationales et régionales et soutenir l'engagement d'acteurs nationaux, régionaux
y compris la société civile, dans les dialogues thématiques réguliers sur voilà, l'impact et les politiques et les initiatives de recherche et d'innovation liées au cancer. Donc, d'une manière générale, dans les actions de support et de coordination, comme vous l'avez vu, on n'est pas dans de la recherche à proprement parler, on est plus dans des actions qui permettent de renforcer, de développer l'impact de la science, l'impact de mesures de politique publique, qui permettent de structurer des réseaux à l'échelle européenne. Voilà, donc on est vraiment dans quelque chose comme son nom l'indique, de coordination et de support à des actions. Organiser des activités régulières d'engagement citoyen, par exemple sur la prévention ou le dépistage, ou organiser des activités pour un ou plusieurs pays, voilà, en utilisant diverses données disponibles à l'échelle européenne. Donc là, c'est pour accroître la sensibilisation et la participation aux discussions de politique publique, élaborer des stratégies pour les hubs nationaux afin d'atteindre une durabilité à long terme et créer un niveau d'intérêt important des parties prenantes, diffuser les résultats, les activités, les rapports annuels d'activité, enfin tout ce qui permet d'illustrer l'activité et l'impact de ces hubs sur la prise en charge et l'amélioration de la qualité de vie des patients, et ceci à une échelle européenne. Voilà, échanger, organiser des échanges et des bonnes pratiques entre les différents hubs. Travailler en étroite collaboration avec les points de contact nationaux, ça c'est pour nous, par exemple au travers de journées d'information, de conférences, d'événements d'apprentissage mutuel, etc. Mais aussi collaborer étroitement avec le board de la mission cancer pour engager des nouvelles parties prenantes et aligner et mettre en cohérence les actions et les financements supplémentaires qui leur seront nécessaires. Travailler également en étroite collaboration avec les institutions et les initiatives internationales pertinentes, telles que l'OCDE par exemple, pour renforcer l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes. Et établir une collaboration appropriée avec le consortium qui met en œuvre un appel de la mission Cancer 2024 pour des activités conjointes de diffusion et de sensibilisation. Donc ça, c'était pour les appels Mission Cancer. Donc, je vous avais dit, il y en avait 6. Il y a également un appel conjoint entre la mission Ville et la mission Cancer, Increasing Walking and Cycling to Reap Health Benefits, Emission Reduction and Integrate Active Mobility and Micromobility Devices with Smart Technologies and Infrastructure. Donc, c'est une action d'innovation, innovation et action, et non pas research and innovation, qui est dotée de 12 millions d'euros pour couvrir probablement à titre indicatif 2 projets. Ça sera en lump sum. Donc là, je vous ai mis tout d'abord comment dire, enfin une donnée, une information qui est donnée comme référence, voilà, pardon, de l'OMS, qui est que l'inactivité physique, le surpoids et l'obésité sont liés à l'émergence de nombreux types de cancers. Et qu'une augmentation de l'activité physique, que ça soit vélo cyclique ou de marche, permet à moindre coût et facilement d'atteindre une meilleure condition physique et donc de réduire les risques de cancer. Donc là, je ne vous ai pas détaillé tous les outcomes et scopes parce qu'il y a beaucoup de résultats et d'activités qui sont beaucoup plus spécifiques aux aspects de ville intelligente, mais j'ai extrait celles qui concernent spécifiquement le cancer. Donc dans les résultats attendus, tous les résultats doivent être couverts. On a, je ne l'ai pas traduit, je vais vous le lire tel quel. As a feedback to EU research, health and transport policy, support and guidance for urban transport authorities to establish partnership with the relevant local, regional, national health authorities to promote active mobility projects and solutions, and demonstrate, implement, how
walking and cycling can improve symptoms and side effects of cancer patients. Et dans les activités attendues, là aussi, j'ai extrait celles qui concernent vraiment la partie cancer. Donc, il y a un bullet point qui est « Developing a case study to identify how walking and cycling can help to improve symptoms and health quality of life of cancer patients through involvement of a variety of actors, including local, regional, national research and health authorities, cancer charities, academia, public transport authorities, etc. » Voilà, une implication des acteurs de la recherche et de la santé sur comment la mobilité et l'exercice peuvent améliorer les symptômes et la qualité de vie. Donc là, il y a voilà, de quoi intégrer un partenariat interdisciplinaire entre spécialistes du cancer et spécialistes des villes intelligentes et du transport. Bon, là, ce sont juste quelques indications qui ne sont pas spécifiques au cancer, mais voilà, dans cet appel, il y a ce qu'on appelle les lead cities et les follower cities, qui sont donc des villes qui sont soit déjà expérimentées ou pas encore expérimentées dans la mise en œuvre de schémas et d'opérations spécifiques pour la mobilité. Alors, d'une manière générale, il y a des attentes qui concernent l'ensemble des appels de la mission cancer, mais aussi du cluster santé, qui sont d'inclure systématiquement des partenaires et ou des experts, mais vraiment déjà des partenaires des sciences humaines et sociales dans toute proposition, et ce, afin de produire des effets significatifs de votre recherche et améliorer l'impact sociétal des activités que vous proposerez ou des solutions que vous proposerez. Prévoir une coopération et une coordination avec les Joint Research Councils, mais aussi avec les infrastructures européennes, dont ECRIN ou tout autre projet déjà financé antérieurement par la mission cancer ou plus largement par les clusters santé. Et ici, notamment aussi des collaborations avec les infrastructures spécifiques de la mission ville, puisque comme on vient de le voir, il y a cet appel conjoint. En ce qui concerne les interactions avec les Joint Research Councils, l'Europe facilitera cette mise en relation pour les projets déjà, les projets sélectionnés. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de les intégrer tout de suite comme partenaires. En revanche, prévoyez le budget nécessaire pour ces collaborations, pour ces actions conjointes éventuelles, le networking que vous établirez avec l'ensemble de ces projets, de ces infrastructures. Et c'est bien aussi de mentionner dans votre proposition comment vous comptez interagir avec certaines de ces infrastructures ou de ces projets. Donc, voilà, de le voir concrètement comment ça s'implémente dans votre recherche. Alors, dans la mission cancer, il y a d'autres activités transverses qui ne sont pas de la subvention de recherche, qui sont en fait de l'appel d'offres de marché public. Donc, un marché public pour continuer une opération de roadshow d'un bus voilà, sur la prévention du cancer. Donc, ça a déjà été mis en œuvre en Lituanie, en Pologne et en Roumanie. Donc, voilà, là, la Commission européenne aimerait que cette opération de bus itinérant pour la prévention puisse se poursuivre. Un autre marché public pour soutenir une action de développement et de monitoring pour l'ensemble des missions, monitorer l'atteinte des objectifs par l'ensemble des missions et apporter une assistance technique, logistique. Voilà, ça peut être notamment pour organiser ou faciliter l'organisation de rencontres, de meetings, de conférences, etc. Donc là aussi, c'est un marché public. Et il y a des activités transverses qui sont alors là vraiment transverses à l'ensemble des missions, qui visent à renforcer l'impact scientifique, sociétal et ou économique des missions. Donc, vous voyez qu'il y en a trois. Un pour strengthening skills and capacity of the deployment of EU missions, understanding and overcoming barriers to the scale-up of innovation supporting missions, et advancing lead markets and proof of concept for deep tech solutions contributing to EU missions. Donc, on a vraiment voilà, l'aspect connaissance scientifique,
sociétale, économique, pour vraiment déployer, démultiplier l'impact des missions et l'atteinte des objectifs de ces missions. Et enfin, pour terminer, donc le cancer, enfin la recherche sur le cancer, on la retrouve aussi dans d'autres appels du cluster santé, mais aussi dans l'innovation, donc au travers des programmes, des challenges EIC. Alors, dans le cluster santé, donc là, bon, pour pas être trop longue, j'ai pas décliné de la même manière chaque appel en outcomes et scope, simplement parce que vous pouvez accéder au webinaire que nous avons organisé, que le PCN Santé a organisé, dans lequel nous avons vraiment détaillé chaque appel de chaque destination du cluster santé. Et là, vous avez les présentations et le webinaire en rediffusion qui vous détaillent les outcomes, et les scopes. Donc, il y a un appel dans la destination Environment Health en 2 étapes qui est donc Advancing Knowledge on the Impacts of Micro and Nanoplastic on Human Health. Donc, il y a des données de la littérature qui montrent l'impact, en tout cas le risque que ça représente en termes de survenue de cancer. Donc, voilà, c'est un appel qui peut aussi intéresser la communauté scientifique cancer. Un appel dans la destination CARE, End User Driven Application of Generative Artificial Intelligence Models in Healthcare. Donc là aussi, on voit bien que tout développement de technologies digitales bon, voilà, est susceptible d'intéresser tout champ disciplinaire ou pathologique pour les patients. 4 appels dans la destination Tools and Technologies, Enhancing Cell Therapies with Genomic Techniques. Donc là, il y a même une mention, je vous l'ai mise là dans le texte. Applicants should explicitly state in their proposal which of the following therapeutic areas is targeted. Therapeutic and address only this specific therapeutic area. Et notamment, donc, il cite tout un ensemble de pathologies, cancer and oncology. Donc, vous voyez que là, c'est tout à fait intéressant pour la recherche en cancer. L'appel Tool 02, Advancing Cell Secretome-Based Therapies. Donc là, on voit, enfin, il précise all types of disease, dysfunctions or health impairments may be targeted. L'appel Tool 03, Leveraging Multimodal Data to Advance Gen AI Applicability in Biomedical Research. Là, il n'y a pas de mention ni d'inclusion ni d'exclusion, mais voilà, là aussi, on voit bien que toute solution faisant intervenir l'IA générative pour améliorer le diagnostic, la compréhension de mécanismes pathologiques ou les systèmes de soins, voilà, sont applicables aussi à la recherche en cancer ou aux patients atteints de cancer. Le dernier appel de la destination Tool, Boosting the Translation of Biotech Research into Innovative Health Therapies. Et un appel dans la destination industrialisation, Optimizing the Manufacturing of ATMP. Donc là aussi, voilà, ça peut être des solutions de thérapie innovantes qui ciblent aussi le cancer. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un champ très large d'appels à projets dans lesquels les spécialistes, chercheurs, médecins enfin du cancer, peuvent se projeter leurs recherches. Il y a aussi dans les challenges EIC, donc le challenge numéro 2, Generative AI-based agents to revolutionize medical diagnostics and treatment of cancer. Donc là, ça cible vraiment le cancer. Donc créer des agents autonomes basés sur l'IA pour améliorer le diagnostic et le traitement du cancer. Avec donc quelques critères. Une seule pathologie cancéreuse doit être choisie dans votre projet. Un domaine technologique au moins parmi ceux qui sont proposés, donc IA générative, données médicales augmentées grâce à l'IA, et au moins un domaine clinique inclus parmi donc, le diagnostic
prédictifs, l'amélioration de la sélection de traitements personnalisés, etc. Donc là, le challenge est ouvert du 28 juillet au 29 octobre 2025 et vous avez le nom du programme manager de ce challenge et ainsi qu'un lien vers le guide. Et vous avez en rediffusion, alors j'ai mis quelques liens d'événements qui sont passés mais qui sont quand même toujours visionnables en rediffusion, un webinaire qui était consacré donc à ce challenge et dans lequel il présente la plateforme EUCAME. Donc c'est une plateforme pour l'imagerie du cancer, une plateforme européenne sur l'imagerie du cancer. Donc je vous ai mis le lien pour accéder au site web et prendre le temps de regarder ce que ça, enfin, leur programme et leurs propositions. L'info session dédiée au cancer organisée par la Commission européenne, donc c'était le 23 mai dernier, et les webinaires du cluster santé que nous avons présentés dans la semaine du 12 au 14 mai, donc auxquels vous pouvez donc à nouveau accéder, la session webinaire et les présentations. Et enfin, quelques liens utiles pour nous suivre et suivre toute l'information que nous diffusons à la communauté scientifique et à nos relais. Et voilà, merci pour votre attention. C'était un petit peu long. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, j'en suis désolée. Oui, en fait, c'est pas très grave. Je pense que ce qu'on va faire, on va passer directement avec Anne-Sophie Guernès et puis le témoignage de Haute Sylvain. Et puis, je vous laisse, en fait, on laisse un petit temps à la fin pour les questions. Anne-Sophie, je crois que tu es Oui, connectée. Oui, merci beaucoup. Tu, oui, je suis tu peux connectée. partager directement ton écran normal. Ça marche, merci. C'est bon, vous voyez? Oui, Ok. Ok, super. Merci à tous et merci pour l'organisation de cette session. Donc, je suis Anne-Sophie, le PCN de EU for Health, donc un autre programme de financement européen, légèrement différent de Horizon Europe. Donc, EU for Health, donc c'est le programme santé vraiment dédié uniquement à la santé de l'Union européenne. Nous sommes toujours donc c'est un programme pluriannuel de financement qui est là pour la durée actuelle qui est de 4,4 milliards jusqu'en 2027, sachant qu'il était un petit peu plus important au début, mais malheureusement le fonds a été un petit peu diminué et réapproprié à l'Ukraine. Il est mis en œuvre par des programmes de travail annuels qui sont gérés par ADA. Il y a un grand nombre de pays éligibles en Europe et qui dépassent les pays de l'Union européenne, puisqu'on a également notamment justement l'Ukraine, la Moldavie, la Norvège qui participent à ces programmes, donc qui est assez ouvert. Il comprend donc quatre grandes thématiques, donc la préparation aux crises sanitaires, prévention, promotion de la santé, les systèmes de santé, le numérique et le cancer est vraiment en transversal. Pardon, je sais pas pourquoi j'arrive pas à partager. C'est bon. Voilà, donc on est sur du cofinancement également. Généralement, on a une règle de cofinancement qui est entre 60 et 80% selon les subventions. En fait, comment est-ce que cette décision est prise entre les 60 ou les 80%? Ça dépend énormément du consortium de pays qui participent au projet. Donc, c'est-à-dire qu'en postulant à un projet, on ne sait pas forcément tout de suite, on ne connaît pas forcément tout de suite le cofinancement. Je vous enverrai bien sûr ces slides suivants où j'ai mis pas mal de liens pour se référer, notamment où trouver les informations, les résultats, les call for proposal, toutes les informations relatives à EU4S. Si vous voulez voir aussi des modèles, toutes sortes de modèles et de documents de référence sur ce programme de travail, sur le programme. Donc, je vous enverrai tout ça.
Voilà, je vous ai également mis le contact de ADA, puisque pour toutes les, enfin, les subventions, s'il y a des questions assez précises, c'est bien enfin, de les contacter directement, même si vos questions portent davantage sur les actions conjointes qui sont vraiment un type de subvention. Là, évidemment, vous pouvez me contacter moi. J'ai mis quelques slides pour vous expliquer en 2-3 mots la différence entre Horizon Europe et EU4S parce que c'est pas forcément évident et de comprendre les différents types de financement ou de thématiques. Mais en tout cas, en 2 mots, bien sûr, Horizon Europe, il y a quand même un gros focus sur la recherche, sur l'innovation, alors que EU4R, c'est vraiment la mise en œuvre de politique. Donc ça, c'est la différence principale. Ensuite, dans les thématiques financées, j'ai mentionné les 4 thématiques principales du EU4Health avec le cancer en transversal. Donc, ce sont des thématiques qui sont quand même un petit peu différentes par rapport à Horizon Europe, qui comprend, voilà, notamment également les déterminants sociaux, etc., même si cela peut bien sûr se voir dans certains projets, mais on n'a pas forcément de thématique dédiée là-dessus. EU4Health, une des spécificités, c'est qu'il n'y a pas énormément de procédures, on va dire, compétitives je crois que c'est 60%, 60% de mémoire qui sont non compétitives. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de subventions directes qui qui vont, donc par exemple, EU4Health finance certaines activités de l'OMS ou de l'OCDE qui sont pour leurs activités vraiment dédiées à la santé. Donc ça, évidemment, c'est une procédure non compétitive qui leur va de droit chaque année. Les actions conjointes qui sont donc vraiment un type de projet spécifique à EU4Health, c'est qui est vraiment un projet multi-acteurs où on monte un consortium de pays pour pouvoir mener à bien des actions. Là, pareil, il n'y a pas de procédure compétitive et ce sont vraiment les États membres, les autorités compétentes, donc nous, le ministère de la Santé, qui recevons ces invitations à en fait des actions conjointes. Et donc là, voilà, il n'y a pas de procédure compétitive, mais il y a des procédures compétitives avec les Action Grants et les Operating Grants. Et bien sûr, il y a du marché public également. Donc voilà, ce sont les trois types de financement qui requièrent des procédures compétitives, mais le reste, pas forcément. Donc là, voilà, c'est une différence aussi avec Horizon Europe. Les groupes cibles, voilà, j'ai un petit peu essayé de résumer, sachant que ce qui est très important de se rappeler, c'est que pour EU4Health, ça dépend énormément de chaque appel à projet. Donc vraiment, je vous invite à vous référer au programme de travail qui, en dessous de chaque appel à projet, explique exactement qui est la cible, enfin qui peut postuler. Mais en règle générale, bien sûr, c'est beaucoup les institutions publiques, mais aussi les ONG, les hôpitaux évidemment, et évidemment les entreprises aussi, puisqu'il y a quand même une partie de marché public. On a des programmes de travail annuels avec EU4Health. Et comme je l'ai dit, pour le cofinancement, voilà, on est sur des taux entre 60 et 80%, et ça dépend de la nature du consortium. Pour cette année, en fait, on vient juste... Normalement, le programme de travail est diffusé en début d'année, bien sûr, pour l'année qui est courte. Cette année, le programme a pris énormément de retard. C'était dû notamment au calendrier législatif européen et les élections européennes qu'il y a eu l'année dernière. Voilà, la nouvelle commission. On a eu un nouveau commissaire à la santé, Valérie, qui a signé, qui a donc rédigé on lui a donné, une lettre de mission. Donc, on voulait bien évidemment faire en sorte que le programme de travail 2025 reflète les priorités de sa lettre de mission. Donc, en fait, on vient tout juste là de recevoir un premier draft du programme de travail 2025 et on est fin juin. C'est pour ça que je ne peux pas malheureusement vous partager aujourd'hui les
les projets, enfin les appels à projets, puisque c'est vraiment un premier draft. On va en discuter lundi prochain lors du comité de pilotage à Bruxelles. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire déjà, c'est que dans ce premier draft, on a quand même pas mal, enfin un certain nombre d'actions qui touchent au cancer, notamment des subventions sur projet, donc des action grants, qui visent voilà, à mettre en place des programmes de dépistage du cancer avec un focus sur le cancer de l'estomac, de la prostate et des poumons, du poumon, c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, dès qu'on aura le programme de travail validé, dès donc que le comité de programme aura voté sur ce programme, et je pense que ça sera tout début septembre, on vous le partagera, enfin on le partagera dans tous les cas. Mais voilà, c'est la petite limite pour aujourd'hui. Voilà, en tout cas, on vous invite bien sûr à vous référer donc au site internet que j'ai écrit dans les premiers slides pour bien regarder les prochains appels à projets qui vont tomber. Et oui, c'est tout déjà. Et on partagera donc le programme de travail 2025 dès qu'on l'aura. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Anne-Sophie. C'est super intéressant parce que nous avons beaucoup de questions à chaque fois sur You for Health et c'est intéressant de voir ce qui finance les différences, etc. Merci beaucoup. De rien. Et ben, je propose, oui, en fait, nous avons invité Sylvain pour un petit témoignage sur un projet cancer. Et puis, on aura un petit temps d'échange, quoi, de questions de Q&A après le témoignage de Aude. Je crois que Aude était connectée. Oui, je suis connectée. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Alors, vous m'excuserez pour les fautes d'orthographe, etc. J'ai fait ça rapidement parce que j'avais pas vu le mail de Vania et on a décidé ça avant-hier, donc j'avais un peu la panique. Voilà. Donc, je vous partage ça si ça vous va. En espérant que ça marche. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, on a discuté avec Vania. A priori, je vous fais vraiment un retour sur la partie montage, plus sur la partie montage, mais il y a des choses qui vont impacter le suivi, évidemment. Alors, si il vient... voilà. A priori, sur les appels cancer, on les appelle sur des appels très compétitifs. Et quand il y a un grand nombre de projets soumis, ça veut dire que le comité d'évaluation, son but, c'est pas seulement de sélectionner les meilleurs projets, mais parmi ces meilleurs projets, il va devoir en éliminer, parce qu'il n'y aura pas suffisamment de financement. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas lui donner de bâton pour se faire battre. Donc, éviter tout ce qui est hors champ de l'appel, parce que c'est hors champ de l'appel, donc il peut dire « Ah, c'est pas dans le champ de l'appel, pourquoi vous l'avez mis? Ça ne nous intéresse pas, on vous baisse votre note. » Pas de choses qui dépassent. Et comme ça a été dit, le côté portfolio, on arrive sur des projets, des cancers différents. Donc, si vous entendez parler d'un autre projet exactement sur le même cancer que vous, ça peut être une bonne idée d'essayer de fusionner si c'est compatible ou pas. Mais voilà. Et puis après, il y en a même qui vont jusqu'à faire le nombre de femmes PI, etc. Donc, c'est bête à dire, mais ce sont des choses à regarder quand même. Et un point en termes notre point sur ça, c'est qu'il faut embarquer l'évaluateur. C'est l'évaluateur qui va être meilleur défenseur. Donc, il faut vraiment lui donner envie de défendre votre projet. Donc, pour ça, la première partie du projet, la première partie où on décrit toute l'excellence et pourquoi on veut faire ce projet est particulièrement importante, à mon avis, pour son importance du projet, pour l'impact sociétal. Et plus il sera embarqué, plus il pourra défendre votre projet au moment de la discussion finale, au moment de ces arbitrages. Je dis ça parce qu'on a eu des projets où texto, il répondait parfaitement à la ligne, il y avait tout ce qu'il fallait, mais il n'y avait pas le lecteur. Moi, en tant que lectrice de ces projets, je ne sentais pas, je n'avais pas réussi à mettre, parce que le chercheur n'avait pas réussi à mettre son âme dans le projet, et ben, il ne donnait pas envie. Voilà, il faut donner envie
à l'évaluateur de défendre le projet. Alors, bon, les points très importants, les indispensables, ce que je dis, il faut répondre à tous les points de l'appel à projet, tous les mots sont importants, il faut répondre à toutes les exigences et ne rien oublier. SHS, qualité de vie, association de patients, co-construction. Maintenant, c'est vraiment très, très important. Et caregivers. Alors, la co-construction, ça fait un truc un peu bizarre où on vous demande de décrire tout ce que vous allez faire et en même temps de dire que vous allez construire le projet avec les co-constructeurs. Donc, c'est un peu ambigu et un peu bizarre, mais en fait, c'est à la marge, c'est l'adaptation qui va se faire avec les co-rechercheurs. Mais le corps, il ne va pas changer dramatiquement. Mais voilà, et plus vous les impliquerez tôt, plus ils pourront vous apporter de l'input et du sens dans ce que vous allez écrire. Un point extrêmement important pour moi, on écrit pour celui qui va lire, donc l'évaluateur. Tous les évaluateurs ne sont pas des oncologues, donc c'est pas de jargon, pas d'implicite sur un cancer, pas de... Bon, ce que je mets, c'est seule expression, les stats, où ça, personne, à part les statisticiens, ne pense qu'ils vont comprendre les stats, donc les stats, je les oublie en général. Je les laisse parler leur jargon. Mais tout le reste, il faut quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui n'est pas oncologue, quelqu'un qui est pas monsieur lambda, mais presque, puisse comprendre ce que vous allez faire et pourquoi c'est important ce que vous allez votre projet. Et il faut aider cet évaluateur à répondre aux questions auxquelles il doit répondre, c'est-à-dire sa grille d'évaluation. Donc, je vous invite à lire très attentivement la grille d'évaluation pour bien voir ce qu'on lui pose comme question et comment vous allez pouvoir répondre dans votre texte à ces questions. Le contour du projet, il faut le définir le plus tôt possible. Votre perte, donc votre organisation, work package, etc., est important parce qu'il doit montrer la cohérence et l'interdépendance de ces work packages. Il ne doit pas y avoir un work package dans un coin dont on ne sait pas à quoi il se raccroche. Et qui fait quoi? La responsabilité de chaque work package est importante et qui est dans chaque work package. Et ça, vous le définissez au début et vous essayez de vous y tenir au maximum. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à écrire et vous allez commencer à écrire sur la base de ce projet. Et si on vous rajoute quelque chose une semaine avant la deadline, ben, vous ne saurez pas comment le mettre dans le projet. Il faudra tout changer, ça sera à l'enfer. Donc, n'intégrez quelque chose que si ça comble un vide que vous aviez déjà identifié ou que ça peut rester dans le contour du bouche. Par exemple, des analyses supplémentaires en SHS ou un item secondaire dans l'essai clinique. Mais voilà, ça doit rester quelque chose qui ne perturbe pas votre projet global, parce que sinon, c'est toute la réécriture qu'il faut faire. Bon, toute la réécriture, pas tout, mais ça va être bancal dans l'écriture. Et ça va se sentir. Choisissez des partenaires réactifs. C'est important pour le montage, évidemment, mais c'est vital pour le projet une fois qu'il est sélectionné, parce que vous allez être avec eux pendant 3, 4, 5, 10 ans. Et c'est encore plus vrai, évidemment, pour les leaders de Work Package. C'est vraiment important. On ne connaît pas forcément toujours tous les partenaires avec qui on va travailler. Essayez de vous renseigner par les personnes qui vous les amènent, si ce sont des gens qui sont réactifs. Essayez de ne pas avoir trop de partenaires non plus, parce que vous allez, plus un consortium est gros, plus il est difficile à gérer pour les assemblées générales, etc. Pour les prises de décision, ça devient compliqué. Et notamment... Oh, on t'entend plus. Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Bon, c'est mon casque qui a décidé de s'arrêter. Vous m'avez entendu jusqu'à quand? Tu parlais des gens réactifs, en fait. Voilà. Ouais. Donc, les gens réactifs, c'est important pour le projet et pour le montage, mais c'est important, c'est vital pour la durée du projet. Si vous ne connaissez pas encore, essayez de vous renseigner par la personne qui vous a apporté ces noms, si la personne est réactive. Essayez de limiter le nombre de partenaires parce que c'est difficile à gérer un consortium à 20, 30 partenaires. Je parle d'expérience.
Et pour toutes les prises de décision, il faut avoir l'accord de tout le monde, etc. Donc, notamment pour les essais cliniques, et il y en a quand même beaucoup dans la mission cancer, tous les hôpitaux inclueurs ne sont pas nécessairement des partenaires. Mon conseil, ce qu'on fait généralement à Unicancer, c'est qu'on a un partenaire par pays qui va coordonner dans son pays et qui aura tous les autres hôpitaux en sous-traitant. C'est notamment pour ces hôpitaux-là beaucoup plus facile à gérer parce qu'ils n'ont aucun timesheet à faire. Ils ont, par exemple, un coût par patient comme ils ont l'habitude d'avoir quand ils sont dans un essai clinique. Et ils n'ont pas à faire des timesheets du médecin, de l'infirmière, de l'ARC, du tech, du machin, du bidule. C'est un coût par patient, c'est beaucoup plus simple pour eux. Et aussi, il faut s'assurer au moment où on met tout ça qu'on a bien le bon nombre de pays, on aura bien le bon nombre de centres pour pouvoir inclure tous les patients qu'on veut dans le temps imparti qu'on a défini pour l'inclusion. C'est important pour l'essai et pour le projet dans son ensemble et pour sa faisabilité. Je en reparle un tout petit peu plus tard. L'annexe clinique. Alors là, je vous ai mis 3 choses à anticiper. L'annexe clinique, notamment, ça prend, d'une part, parce que c'est important, ça prend toujours plus de temps qu'on y pense, ça c'est de base. Ça complète le document principal et ça vous aide, vous, à affiner votre synopsis. Attention, vous n'avez pas à y mettre des informations importantes et vitales pour le projet qui ne sont pas dans le dossier principal. Ça vous aide à affiner, etc. Mais il ne faut pas avoir des choses qui sont vitales pour l'évaluation qui soient dans l'annexe clinique et pas dans le document principal. Et c'est vital pour démontrer la faisabilité de l'étude clinique. Donc, pour un essai clinique, le cadre général, c'est le synopsis. Ça aide au budget parce que ça définit les partenaires inclueurs, la durée, le nombre de patients qu'il faut, etc. Et même si vous n'avez pas d'essai clinique, si vous avez utilisé des bases de données, là aussi, il faut les faire pour chaque base de données. C'est un outil indispensable parce qu'elles vont décrire, ça va décrire toutes ces bases et donc la faisabilité de ce que vous avez prévu de faire avec ces bases. Et pour le coup, ça prend beaucoup de temps sur des vieilles bases où il faut aller rechercher exactement ce que c'est, comment on va répondre, etc. Parce que ce n'est pas forcément la même manière de penser qu'un nouveau projet. Le budget, là aussi, il faut anticiper. Anticiper pourquoi? Parce que en général, on vous envoie ça au dernier moment. Vous vous retrouvez avec un projet à 8 millions alors qu'il ne faut pas dépasser les 5 millions théoriquement et que rien ne justifie que vous dépassiez les 5 millions. Et donc, vous êtes obligé de faire des coupes à l'arrache au dernier moment. Nous, comme ça, on se retrouve avec un projet où le coordinateur a fait des coupes à l'arrache au dernier moment et notre essai clinique, il y a 600 000 euros en déficit et qu'on essaye de trouver comment on va faire pour les avoir. Bref, donc vraiment anticiper, ça prend beaucoup plus de temps que prévu, toujours. C'est beaucoup plus complexe que prévu, toujours. Pour ça, il faut vraiment avoir bien le projet en tête, donc les work packages et les partenaires et qui fait quoi. Et notamment dans les essais cliniques, qui va inclure combien de patients. Sachant que, par expérience, il y a toujours des pays qui vont dire au dernier moment « Ah ben finalement, je ne peux pas en inclure 200, je peux en inclure que 150. » Et donc, il faut trouver un autre pays qui va récupérer le budget pour inclure les 50 supplémentaires et qui peut se permettre, qui peut inclure 50 personnes supplémentaires, etc. Donc, j'ai eu ça la veille de la soumission la dernière fois. Donc, ça prend toujours plus de temps que prévu et c'est toujours plus complexe. Pour les essais cliniques, on a des contraintes toujours qui sont de coût patient et de coût pays. C'est-à-dire que pour chaque nouveau pays, ça veut dire des traductions supplémentaires, des soumissions réglementaires supplémentaires, etc. Donc, ça va avoir un impact sur votre projet dans son ensemble. Ça va poser des contraintes sur, vous avez 5 millions, votre projet comme ça, si vous avez 2000 patients, ça fait 4 millions. Donc, ce qu'il y a autour, on ne peut plus. Donc, il faut voir si on réduit le patient, etc. Donc, plus de patients, ça veut dire qu'on peut faire moins de suivi, ça fait moins de coûts par patient. Bon, il y a des adaptations à faire, donc il faut l'anticiper pour pouvoir être aussi en lien avec les stats, pour qu'ils nous disent, on peut, oui, en augmentant un petit peu ça, on peut diminuer ça, ou en modifiant un peu le design, on peut avoir ça et ça. Mais c'est complexe, surtout avec un essai clinique.
Donc, plus vous l'anticipez, plus vous aurez de chances que ça aille, que ça marche et que vous ne dépassiez pas trop votre budget. Et il faut être le plus explicatif possible dans les tableaux récap, donc des coûts associés, des autres coûts et des sous-traitances, notamment dans la lump sum où votre projet va être décortiqué. Donc dites bien pourquoi vous avez besoin de 200 000 € pour les transports des échantillons, n'importe quoi, parce que c'est un transport par semaine ou un transport par semaine pendant 2 ans à raison de X euros par transport. N'importe quoi. Mais voilà, il faut être explicite pour dire pourquoi vous êtes arrivé à cette somme-là. Éventuellement, en prenant un peu de marge. En disant, bah voilà, on prend un peu de marge, ou par exemple pour des tests, des tests un peu complexes, on va prendre 10% parce qu'on sait qu'il y a 10% à peu près de tests qui ne marchent pas, qu'il faudra recommencer. Et donc, on achètera 10% de plus de tests que prévu. Mais tout ça, ça s'anticipe pour être le plus confortable possible au moment du dépôt. L'éthique, là aussi, tous nos projets, on est sur l'homme, tous nos projets ont une partie éthique importante. Une bonne partie éthique, c'est aussi une manière de montrer à l'évaluateur qu'on a pensé au projet dans son ensemble, qu'on a bien pensé et conçu ce projet et qu'on a conscience de toutes les implications éthiques qu'il a. Alors oui, ils disent de mettre les pages. Personnellement, je mets les chapitres parce que les chapitres, ça ne bouge pas en général. Le chapitre 4.2.3.1, il ne bouge pas, il a toujours le même titre, alors que la page, elle bouge en fonction de toute l'évolution dans le temps. Donc, comme ça, on est tranquille. Et il y en a où il faut juste mettre la page, il y en a où il faut mettre un descriptif, expliquer. Là, il faut bien expliquer pourquoi on utilise des données pourquoi on fera bien attention au consentement, au retrait du consentement, etc. etc. Si votre partie éthique n'est pas bien faite, il y a une revue éthique spécifique qui est faite sur les projets sélectionnés. Et si ce comité n'est pas content, il va de votre analyse, il va vous rajouter des livrables à faire en plus. Donc, si on peut éviter, c'est aussi bien. Les livrables milestone et risk management, le livrable, ne mettez pas trop de livrables. Après, vous devrez faire un rapport pour chacune d'entre elles. Voilà, c'est pas nécessaire. Pour les lump sums, ce que j'avais dit, ce qui est important, c'est pour moi, à mon avis, c'est d'avoir au moins, avoir un livrable intermédiaire et un livrable à la fin de chaque work package pour bien montrer que le work package est fini. C'est le livrable de fin de work package. Pour un work package normal, il n'y a pas forcément besoin, bien qu'en général, il y a quand même un livrable de fin de work package parce qu'on a fini les analyses, on a fini les inclusions, on a fini le suivi, ça paraît logique. Il faut des milestones qui ont du sens, qui correspondent vraiment à des points de passage, des points de contrôle du projet. Et l'évaluation du risque, là aussi, c'est quelque chose qui est important pour montrer que vous avez bien pensé à la faisabilité de votre projet, notamment en matière d'inclusion. Donc, n'hésitez pas, c'est un risque que les inclusions soient lentes. Et ben, dans ce cas-là, s'il y a un problème d'inclusion, vous avez la possibilité d'inclure de nouveaux centres investigateurs dans les pays déjà partenaires. Bon, vous avez la possibilité d'inclure de nouveaux pays. Vous avez réfléchi à ça et vous savez par ailleurs que on a vu, vu la file active de tout le monde, et ben, on estime que c'est faisable. Si on ne peut pas, on ira chercher des personnes supplémentaires, typiquement. Voilà, c'était à peu près mes grands retours sur le montage du projet. Ça fait beaucoup de choses à faire, mais au final, ça marche quand ça marche Merci pas, quoi. beaucoup, Aude. En fait, c'était super intéressant. En fait, c'est clairement quelque chose qu'on aurait pu dire nous aussi. En fait, il faut anticiper beaucoup, hein. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est important, c'est un message qu'on essaie de donner tout le temps. Est-ce qu'il y a des questions? On est un petit peu en retard parce qu'on devait finir à 15h30, mais est-ce qu'il y a des questions sur les appels pour Aude sur You4Health? Vous pouvez lever votre main ou mettre les questions dans le chat.
Je ne vois pas de questions. Mais sinon, de toute façon, en fait, nous sommes en train d'enregistrer le webinaire et on mettra les présentations dans le site web aussi. Comme ça, vous pouvez les consulter quand vous voulez. Euh, S'il n'y a pas de questions, euh, on vous laisse tranquille. Merci beaucoup, Aude, Anne-Sophie, Roxane, Nicolas, Alban, pour avoir participé à ce webinaire sur les appels à projet cancer. Euh, Merci beaucoup et on fera le nécessaire pour le mettre en ligne le plus rapidement possible. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir à Merci. tous. Vania, je t'envoie la présentation. Parfait. Merci beaucoup, Aude.